Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un peu plus dans les détails le Challenge AI for Industry 2020. Donc, cette présentation qui a lieu conjointement avec Systématique et Aztec. Donc, je vais tout d'abord me présenter. Donc, Stéphane Nachard, je suis data scientist au sein de la direction technique aérostructure de Dassault Aviation. Et je serai accompagné pendant cette présentation de Thibaut Perdry. Je ne sais pas si tu nous entends, Thibaut. Oui, bonjour à tous, Thibaut Perdry, donc je suis data scientist chez Dassault Aviation aux essais en vol, moi. Donc c'est l'endroit, si vous voulez, où on valide tous nos systèmes et nos systèmes de systèmes, donc en l'occurrence un avion. Et on produit énormément de données et c'est de là que viennent les données pour ce challenge et on détaillera ça un petit peu plus loin. Merci Thibaut. Et dans le cadre de cette présentation, on sera également accompagné de Dominique Morin-Ozari pour une partie des questions plutôt administratives. Bon alors voilà, on a une heure devant nous. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et puis si vous avez des questions, les mettre dans la conversation de la réunion et de lever la main si jamais vous voulez la poser à l'oral. Et donc, lors des différentes pauses qu'on réalisera, vous pourrez poser, on viendra répondre à vos différentes questions. Donc, le contexte de ce sujet, donc, dans le cadre du Salon du Bourget 2019, Dassault Aviation et la région Île-de-France ont annoncé leur intention d'organiser un challenge dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le cadre de la stratégie Smart Aerospace Paris-Région, présentée par la région et le GIFAS. Donc un challenge qui est co-organisé par Dassault Aviation et la région Île-de-France, avec un certain nombre de partenaires. Donc vous connaissez Systématique et Aztec, Startup Inside pour le côté communication et l'Université Paris-Saclay qui héberge la plateforme du challenge et qui nous assiste dans toute la partie technique. Donc le sujet, très rapidement, donc je pense que pour certains vous avez pu voir la vidéo de présentation du challenge. Donc, le sujet, c'est la création de capteurs virtuels estimant la réponse de sollicitation mécanique d'un avion d'affaires Falcon, et ce, uniquement à partir des seuls instruments de bord disponibles. Alors, pourquoi on souhaite faire ça? Donc, en fait, on dimensionne nos avions pour de la tenue structurelle. Donc, nos avions tiennent aux différentes sollicitations mécaniques qu'ils subissent, donc, pour qu'ils tiennent à des sollicitations statiques, enfin statiques dans le sens où elles ont lieu à un certain instant T. Donc ces sollicitations peuvent être liées aux charges liées au décollage de l'avion, à l'atterrissage. Ça peut être des événements, donc des manœuvres de l'avion, la turbulence atmosphérique. Il peut y avoir également des charges au sol. Donc notre avion est dimensionné pour l'ensemble de ces phases de vol et de ces événements, donc pour des charges extrêmes et pour de la tenue en fatigue. Donc, pour de la tenue en fatigue, c'est-à-dire qu'on design des profils de mission typiques de l'avion, et sur cette mission typique de l'avion, on vient vérifier que l'avion est capable de subir jusqu'à 3 fois sa durée de vie, enfin, est capable de supporter un certain nombre d'heures de vol. Donc, le dimensionnement structurel de l'avion tient en compte ses charges statiques et ses charges de fatigue. Comment on vient vérifier ces différentes sollicitations et vérifier que notre avion est capable de tenir à ces différentes sollicitations? Donc pour cela, on vient calculer les contraintes que subit l'avion vis-à-vis de ces différents événements. Soit on les obtient par simulation de l'avion et de l'environnement. Donc en fait, on vient modéliser l'état de contrainte de l'avion, l'état de contrainte mécanique de l'avion sur des séquences dimensionnantes à faible occurrence. Donc pour dimensionner un avion, on fait un grand nombre de calculs. Donc on est au-delà de 5 millions d'analyses numériques qui sont effectuées lors d'un programme. Donc en tout cas, uniquement là, je parle d'un point de vue structurel. Il y a également toutes les analyses qui sont faites sur les différents systèmes de l'avion. Et donc, toute cette simulation qui nous permet de s'assurer de la conception de l'avion, on vient ensuite la valider par l'instrumentation de l'avion d'essai, qui est un avion de client équipé d'instrumentation de vol. Donc, ça nous permet un accès au domaine de vol réel pour vérifier les différentes analyses, et ça nous permet d'enregistrer l'état de contrainte
au cours du temps et en plusieurs points. Donc on a ici, lors d'un vol, en fait, on vient mesurer plus de 10 000 paramètres de vol. Donc on effectue un grand nombre d'heures de vol, on est sur des milliers d'heures de vol. Quand on fait des vols d'essai comme ça, on génère un très très grand nombre de données. Et en l'occurrence, pour nos derniers avions, on arrive à plus de 30 000 paramètres générés, donc c'est 30 000 séries temporelles différentes. Et on effectue des milliers d'heures de vol pour la certification, pour valider nos systèmes, pour des fois corriger des petits bugs logiciels qu'il peut y avoir. Enfin voilà. Dans le cadre de ce challenge, on va en fait faire, on pourrait appeler ça de l'instrumentation virtuelle. Donc, comment ça se passe? Donc, nos avions d'essai, comme je l'ai dit, j'espère que je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, ça va aider, mais on va essayer comme ça. Nos avions d'essai enregistrent des données. Alors, ils enregistrent deux types de données. Ils enregistrent des données qu'on appelle des données fonctionnelles. Donc, en fait, les données fonctionnelles, c'est les données qu'on peut retrouver sur un avion client. C'est exactement comme l'affichage de votre vitesse sur votre voiture, par exemple. Donc ça, c'est des données qui sont déjà présentes au sein des avions de série. Et à côté de ça, nous, on rajoute tout un tas d'instrumentation d'essai qui est très, très conséquente, parce que c'est là qu'on enregistre à peu près 30 000 paramètres, donc c'est en dehors des capteurs fonctionnels. Et comme vous pouvez le voir sur l'image ici, par exemple, on ajoute une petite perche sur le nez de l'avion pour des données de pression, des données de température, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, au final, on se retrouve avec un avion très, très modifié qui permet de surveiller vraiment plein de choses dans l'avion. Et à côté de ça, vous avez un avion client, donc voilà, qui lui enregistre que des données fonctionnelles. Ce qu'on veut essayer de faire ici, c'est à partir des données et fonctionnelles et des données d'essai, générer un modèle mathématique par apprentissage et exploiter après ce modèle sur un avion client. Donc en fait, on aurait appris l'instrumentation d'essai et en même temps les capteurs fonctionnels, et ça nous permettrait sur un avion client de restituer une instrumentation d'essai virtuelle. Donc on apporterait énormément d'informations en plus que ce qui est déjà enregistré sur un avion client. Donc en l'occurrence, là, ça nous permet comme le disait Stéphane avant, de faire du suivi de charge sur l'avion, par exemple, évaluer l'endommagement, ce genre de choses. Donc nous, ça nous sert à plusieurs endroits. Ça peut nous servir à améliorer la conception de nos avions. Si par exemple on avait surdimensionné quelque chose ou sous-dimensionné quelque chose éventuellement, ça peut nous permettre donc du coup de faire des économies de carburant au bout du compte, parce que c'est toujours ce qui compte dans l'aéronautique, la diminution de la masse et les économies de carburant, entre autres. Et puis éventuellement d'évaluer l'endommagement avant qu'il arrive. Donc si par exemple l'avion était très sollicité à un moment dans le cadre de, je sais pas, par exemple une phase de turbulence assez un peu plus violente que d'habitude, on pourrait proposer grâce à cette instrumentation virtuelle une maintenance un peu en avance de phase par rapport à ce qui aurait normalement été prévu. Parce qu'il y a des maintenances périodiques en aéronautique. Et là, on pourrait dire que voilà, si on a dépassé un certain seuil, on pourrait proposer une maintenance au client. Voilà, entre autres. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là. Déjà, vous pouvez éventuellement lever la main et poser vos questions, parce que c'est vraiment le cœur du sujet, cette slide. Ça résume plutôt bien. Il y a Pierre Bessière qui demandait sur les 30 000 paramètres, à quelle fréquence? Alors, la fréquence, on va y venir. Alors, ça va venir juste après, mais c'est des fréquences qui sont très variables. Ça va du Hertz, du simple Hertz, à plusieurs, même ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de kilohertz pour les paramètres de vibration, par exemple. Mais on va en reparler un petit peu plus tard. On va détailler les séries temporelles un peu plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement avant de passer à la suite? Non? Oui, bonjour, j'avais une question. Oui. Attendez, bonjour. C'était quelle est la relation en fait entre tout le chargement de l'avion d'essai et un quelconque chargement que vous aurez pour un avion client? Comment vous arrivez à faire la corrélation entre les deux? Qu'est-ce que vous appelez chargement? C'est-à-dire l'enveloppe de vol de l'avion d'essai va être certainement différente des enveloppes de vol de vos avions clients. Oui. Oui, c'est une excellente remarque. En fait, mine de rien, l'avion d'essai fait un certain nombre de tests qui ressemblent à ceux qu'on voit sur les avions clients. Donc de ce point de vue-là, en fait, sur la masse de données qu'on a,
sur la quantité de données d'heures de vol qui ont été réalisées, on est capable d'en extraire les séquences que voit l'avion tous les jours, l'avion client tous les jours. Et puis, par contre, on a un peu plus. On a des informations à des points de vol que ne voit pas l'avion client tous les jours, des charges que ne voit pas l'avion client tous les jours. Et donc, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans le modèle qui va être généré. Mais dans l'idée, on part du principe qu'on a inclusion du domaine de vol client dans le domaine de vol d'essai. Oui, et c'est largement vérifié en fait. L'utilisation qu'on fait de nos avions d'essai est beaucoup plus poussée et va beaucoup plus loin que ce que peuvent faire les clients. Monsieur El-Kaïm a une question. Merci, c'est clair. Monsieur Charer? Oui, bonjour, merci. Est-ce que les vols d'essai sont labellisés? Est-ce qu'on a le programme indépendamment des informations via l'instrumentation fonctionnelle? Non, il n'y a pas de... Alors, dans le cas du challenge, il n'y aura pas de labellisation faite au préalable. Oui, c'est tout simplement pour des raisons de confidentialité visant sur les données. On a préféré plutôt à ce que les candidats se concentrent sur la donnée, l'information temporelle, plus que sur la labellisation qu'on aurait fait au préalable, sachant que potentiellement elle peut les induire en erreur. Ils peuvent trouver des informations supplémentaires à ce qu'on aurait mis dans une labellisation, c'est-à-dire un vol piqué. En fait, potentiellement, ils vont avoir d'autres informations que juste les données piquées, quoi. D'accord. Monsieur Rich, vous voulez poser votre question ou je la pose? Oui, je veux bien. Bonjour. Ma question est la suivante, c'est d'un point de vue, on va dire technique. À gauche, on a les capteurs fonctionnels qui sont les entrées de notre boîte noire. À droite, l'instrumentation d'essai, donc les paramètres qui sont les sorties. Et tout à l'heure, vous avez parlé de 30 000 paramètres. Non, c'est pas exactement ça. Les deux sont des entrées, là, pour le coup. Des entrées et des sorties. Enfin, ça va être un petit peu plus clair juste après, mais les deux sont des entrées et des sorties. D'accord. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut avoir une entrée dans l'avion client? Enfin, comment est-ce qu'on peut avoir une instrumentation d'essai en entrée côté avion client? Ah d'accord, ok. Je vois ce que vous voulez dire. Peut-être si j'avance sur les deux slides d'après, ça sera plus clair, je pense. D'accord, ok. Je pense, oui. De le faire tout de suite, et puis on va prendre les questions juste après qui restent éventuellement. Du coup, donc, vu qu'on parle exactement de ça, en données d'entrée, on a... Oui. Thibaut, il y a monsieur Brochet aussi qui a une question. Oui. Ouais, je l'ai posé dans le chat, mais je peux les reposer. J'en ai deux en fait. Pourquoi ne pas utiliser des outils de modélisation et de simulation pour modéliser et concevoir des données de synthèse parce que si c'est pas labellisé, il va bien falloir identifier les accidents, les défaillances. On n'a que des cas d'usage classiques, on ne sait pas ce qu'on recherche. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les données de simulation sont assez longues à calculer et que... Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Dans les données de simulation, il y a des biais qui peuvent apparaître liés à la simulation qui y est réalisée, notamment et il y a aussi le fait que l'enveloppe de contraintes qui est mise en place, en fait, les séquences qui sont mises en place sont des séquences qui sont des séquences dimensionnantes. Ce ne sont pas les vols paliers, ce ne sont pas les séquences d'avions que voit l'avion client tous les jours. Donc, du coup, cette information-là, on l'a plus, et le modèle est un peu moins fait là-dessus, on l'a plus sur l'instrumentation de l'avion d'essai. Après, on est bien conscient que à l'avenir, il va falloir jouer avec les deux. Potentiellement, on n'aura pas suffisamment d'informations. Donc dans le cadre du challenge, je pense que on devrait s'en sortir, mais pour aller plus loin dans la modélisation, je pense qu'il va falloir jouer à la fois avec les données de synthèse issues de la simulation et les données issues de l'instrumentation de l'avion d'essai. Mais oui, c'est quelque chose sur lequel je pense que pas mal d'entreprises autres que la nôtre, c'est des choses qu'ils font et auxquelles s'ils ne le font pas, ils y pensent. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, merci. Cherchez le mute. Liliana demande si les conditions météorologiques des vols sont variées, pluie, froid, etc.
Oui, c'est varié, mais alors on raisonne pas vraiment comme ça. Enfin, oui, c'est varié et vous le verrez dans les données en quelque sorte. C'est sûr que les campagnes d'essai sont sur grosso modo 1 à 2 ans. Donc, si vous voulez, on a les 4 saisons et on a un petit peu de tout. Après, on va chercher des fois des conditions spéciales, du temps froid, du temps chaud. Mais dans les données qu'on a choisies, je ne sais pas si. Dans les données qu'on a choisies, on a essayé de balayer au maximum dans le temps. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à cet aspect-là. Mais je pense que dans le fait qu'on est balayé dans le temps sur une année et plus, je pense qu'on a des conditions météorologiques variées. D'accord, merci bien. Donc, ça veut dire qu'en gros, on a aussi, parmi vos données, des données qui expliquent les conditions météorologiques dans lesquelles les mesures ont eu lieu. Oui, bien sûr. Alors, en fait, notamment sur cette planche-là, c'est tout ce que vous avez qui est anémo-baro-clinométrique. Grosso modo, c'est ce qui permet de savoir quelles sont ce que vous appelez les conditions météorologiques autour de l'avion. Après, nous, on va chercher des conditions particulières de temps en temps, du temps chaud. On va aller faire des campagnes à des endroits où il y a un temps extrêmement chaud, 45 degrés sur le tarmac, ou du temps froid à moins 30 degrés. Ça, c'est plus pour le démarrage et le décollage, si vous voulez. C'est pas vraiment... parce que si vous voulez, en altitude, l'avion, il va toujours aller taper du moins 50 degrés quand il est en altitude. Donc, c'est pas... Là, il y a moins de conditions variées. Ça sera plus au niveau de la turbulence. C'est super intéressant. Même Thibaut aurait été intéressé là. Sur l'intelligence artificielle. Oui. On va vous demander de bien couper vos micros. Bon, ce que je vous propose, il y a quand même beaucoup de questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on déroule les slides et puis on prendra les questions éventuellement à la fin si on reste sur ces aspects-là. Parce que le temps passe quand même assez vite. Donc en données d'entrée, on a 137 paramètres de vol avec redondance capteur. En fait, ça veut dire que des fois, on peut mesurer la même chose, mais vous aurez un paramètre en triple. C'est juste des capteurs différents parce qu'en aéronautique, on adore avoir de la redondance. Au cas où il y a une panne, on a toujours un ou deux autres systèmes qui peuvent prendre le relais. Donc, comme vous le voyez, on a plusieurs types de paramètres. On a les paramètres d'autopilote, les ordres qui sont faits sur le manche, par exemple. Tout ce qu'on appelait les données météo, même si ce n'est pas vraiment le terme qu'on utilise. C'est plus anémo-baro-clinométrique qui nous permet de savoir quelles sont les conditions de pression, température, etc. Des données inertielles, des données de masse pour le centrage, ce genre de choses. La position des gouvernes et des hypersustentateurs, donc c'est les volets, ce que vous pouvez voir sur les ailes qui se déplient. Tout ce qui est paramètres moteurs et les trains d'atterrissage, s'ils sont rentrés-sortis, et la radio-altitude qui permet de savoir l'altitude en très basse altitude. Les données, elles sont assez particulières, elles ne sont pas synchronisées. Donc, en fait, si vous voulez, nous, on a toujours un couple temps-valeur sur nos données. Il se trouve que le temps est toujours le bon, si vous voulez, au sein du même jour. On a tout qui est sous format heure du jour, mais les données ne sont pas synchronisées entre elles. Ça veut dire que si j'ai deux capteurs qui enregistrent à la même fréquence, ils peuvent être légèrement décalés parce qu'ils ont décidé de ne pas enregistrer exactement au même moment. Mais l'heure reste exacte. Je ne sais pas si je suis super clair là-dessus, mais c'est la propriété la plus importante sur nos données, je pense. Les fréquences sont variables. Il y a vraiment de tout. On parlait d'échantillonnage juste avant. Ça va de 1 Hz jusqu'à peut-être 60 000 Hz pour les plus échantillonnés. Il y a des biais sur certains capteurs et puis il peut y avoir des valeurs manquantes, même si on a quand même essayé de faire on a fait un effort sur les données qu'on a exportées pour ce challenge. Donc normalement, il ne devrait pas y en avoir de trop, mais ça peut toujours arriver. En sortie, en fait, c'est des données de ce qu'on appelle des jauges, donc qui nous permettent de mesurer des déformations sur la structure de l'avion. Il y en a 56, il y a les mêmes propriétés, sauf qu'on a une petite subtilité en plus, c'est qu'il peut manquer des jauges sur certains vols, pour la simple et bonne raison qu'une fois, en général, qu'on a validé un système, par exemple, qu'on veut expérimenter en vol, eh bien, soit on ne surveille plus ces paramètres-là, soit on les débranche. Et en l'occurrence, sur certains vols, il y aura des jauges qui ne seront plus là parce que soit on les a retirées tout simplement et parce qu'on n'avait plus besoin, soit parce qu'elles n'ont pas été sélectionnées aussi. Voilà, donc ça devrait répondre un petit peu à ce qui est entrée-sortie du modèle.
On prendra, je pense, les questions un peu plus tard. Si jamais il y en a encore, je vous invite à les noter éventuellement dans le chat ou à côté. Donc la forme des données, bon, c'est des séries temporelles assez classiques. Hein. C'est juste pour vous montrer que voilà, on peut avoir des échantillonnages totalement différents. Donc le MAC, qui est un indicateur de vitesse pour nous, qui est échantillonné. Alors, je crois que c'est du 80 Hz pour le Mac, quelque chose comme ça, alors que le facteur de charge est beaucoup plus violemment échantillonné. Je ne sais pas, Stéphane, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Alors, oui, c'est plus... en fait, cette slide est surtout là pour montrer la problématique d'échantillonnage. Et en gros, ce qu'on a fait dans le cadre du challenge, c'est qu'on a vraiment laissé les données les plus brutes possibles. Et donc, en fait, on laisse le soin aux participants de choisir l'échantillonnage qu'ils souhaitent, sachant que potentiellement, il y a plusieurs types d'échantillonnage qui peuvent être réalisés et qui peuvent modifier grandement les résultats de leur modèle. Oui, bien sûr, la compréhension de la physique sera pas la même. Il y a des phénomènes physiques qui sont plus ou moins lents. Voilà, il y a une information fréquentielle qui est intéressante à prendre en compte, et donc il y a besoin d'avoir parfois un échantillonnage qui est plus important que juste du 1 ou 10 Hz. Okay. Donc pour évaluer le modèle, en fait la difficulté pour nous, même dans notre quotidien, c'est que sur un vol, on a des phases qui sont largement surreprésentées, ou à l'inverse d'autres qui sont sous-représentées. Donc on peut penser notamment au décollage, à l'atterrissage, à des phases où il y a des grosses rafales de vent de travers, des phases de turbulence. Toutes ces phases-là sont sous-représentées, contrairement à une croisière. Typiquement, si vous faites un Paris-New York, vous avez au moins 5 heures de vol en palier au-dessus de l'Atlantique où il ne va pas se passer grand-chose. Donc c'est à peu près pareil pour nous. Et il a fallu trouver des métriques qui permettent en fait de juger vos résultats sur ces phases qui sont peut-être même plus intéressantes que les autres et qui sont pourtant sous-représentées. Donc on a choisi pour l'évaluation des modèles des séquences, choisies un petit peu à la main pour essayer de représenter équitablement tout ça. Et on a développé plusieurs métriques, donc qui peuvent encore évoluer, c'est pas inscrit dans le marbre, mais voilà, on en a certaines pour des phases plus ou moins dynamiques et des phases plus ou moins statiques. Parce que même si en statique, on a l'impression qu'il se passe moins de choses, il y a quand même des charges qui rentrent en jeu, donc c'est vrai qu'il faut s'occuper de tout, et ça c'est plutôt notre avis métier qui nous permet de dire où est l'importance au niveau des charges. Donc en fait ça sera les notes qui serviront à noter vos modèles. Pour l'apprentissage, on vous fournit 3 vols qu'on appelle Starting Kit, où vous aurez accès globalement à tout ce qu'il y a dedans. Il y a une slide qui détaille ça juste après. Et 120 vols qui seront sur la plateforme, que vous ne verrez pas, mais qui seront 120 vols complets, donc pour l'apprentissage. Et pour la partie évaluation, voilà, donc tout un tas de séquences qu'on a choisies un peu à la main pour essayer de représenter toutes ces phases-là. Il y en aura 6000 dans un premier temps et 8000 ensuite pour ne pas vous évaluer tout de suite sur ces phases-là. Donc en fait, si vous voulez, ça serait un peu l'évaluation. Non, c'est Antoine qui va gérer de bout en bout. Oui. Je vais proposer, mais j'ai pas fait attention si. Excuse-moi. Alors il y a un micro qui est. Ok, c'est bon. Pour le Starting Kit, donc ça vous permet en fait de démarrer le challenge. Donc il y aura un document qui décrit le challenge qui est assez complet. Hein. Il vous permet même d'en apprendre peut-être plus sur l'aéronautique, notamment si c'est pas votre cœur de métier. Il y aura les données de 3 vols complets, donc avec quasiment 200 séries temporelles, avec des fréquences variées comme on l'a dit. Les librairies qui vont bien pour lire ces données-là. Et puis des exemples de code donc, qui servent un peu de baseline qu'on travaille depuis quelques temps avec l'université Paris-Saclay et qui ont été testés sur la plateforme, donc notamment avec du gradient boosting, des TCN, des LSTM, ce genre de choses, donc, qui vous permet d'avoir un petit peu quelques exemples. Ça, c'est le Starting Kit. Et pour la plateforme, je te laisse continuer, Stéphane, sur la plateforme. Ouais.
Alors, sur la plateforme du challenge, donc en fait, à un moment, Thibaut a évoqué le fait qu'il y a 3 vols d'apprentissage, des vols qu'on appelle starting kit, donc qui sont inclus dans le kit que vous pourrez télécharger sur la plateforme directement. Donc donc sur ces 3 vols, il y a tous les paramètres, que ce soit les paramètres utilisés en entrée et les paramètres utilisés en sortie, donc il y a un accès ouvert à ces données. Et on a évoqué qu'il y avait 120 vols complets qui allaient permettre d'apprendre, générer le modèle et aller plus loin. Donc, ce qui nous permet de faire ça, c'est cette plateforme Codalab, donc, qui est une plateforme open source dont le développement est piloté par l'Université Paris-Saclay. Et donc, elle permet notamment une chose, c'est la soumission à l'aveugle. Alors, qu'est-ce que la soumission à l'aveugle? Avec les données Starting Kit, vous allez pouvoir voir un peu la physique sous-jacente au problème, commencer à développer les premiers algorithmes d'apprentissage, développer le code qui va permettre de faire l'apprentissage, donc la fonction fit, et de venir prédire d'autres séquences de vol, donc une fonction predict. Et c'est ce code-là, ce code d'apprentissage, qu'on va injecter ensuite, donc c'est dans la slide suivante, sur le serveur de calcul sécurisé et dédié présent sur la plateforme présent à l'Université Paris-Saclay. Donc avec des ressources CPU et GPU pour vos calculs. Et donc là-dessus, une fois que le code est soumis, donc il vient lire les données pour pouvoir apprendre, se faire évaluer par le modèle, se faire évaluer par un ensemble de séquences. Donc on évalue le modèle pour en sortir vos logs et un certain nombre donc la réponse au certain nombre de métriques auxquelles on a soumis le modèle. Alors on a essayé d'être le plus exhaustif possible dans la sortie des métriques. Donc il y a une métrique globale qui va permettre d'évaluer les candidats, ou permettre de mettre en place le leaderboard. Et par contre derrière, il y aura tout un tas de métriques annexes qui vont vous permettre de comprendre, voilà, là sur ces points de vol à basse vitesse, je n'ai pas été bon, sur ces points de vol à haute vitesse, je n'ai pas été bon, ou j'ai été bon, etc., etc. Donc voilà, c'est grâce à cette plateforme qu'on peut vous proposer un très très grand nombre de vols, mine de rien. On est au-delà je crois qu'on est à la demi-téra de données. Et donc, sur la slide d'après, il y a un exemple, si tu veux bien passer. Oui, il y a peut-être un petit délai, mais j'ai déjà passé. Donc voilà, comme je l'ai évoqué, la plateforme Codalab, donc, vous allez lui injecter un code. Donc ici, elle a un langage de programmation préféré qui est Python, mais voilà, d'autres langages visuels sont possibles pour mettre en place les fonctions fit et predict. Donc il n'y a pas de limitation juste sur le fait qu'il y a une limitation sur le fait qu'il n'y a pas de licence logicielle fournie. Donc c'est-à-dire que si vous avez tendance à utiliser MATLAB, il va falloir mettre en place une compilation ou ce genre de choses. C'est pareil pour d'autres outils. Il va falloir fournir les licences. Mais il y a la possibilité d'utiliser d'autres langages et d'autres programmes. Il faut juste nous l'indiquer à l'avance pour éviter tout problème technique par la suite. Et puis un certain nombre de packages Python présents et donc compilés sur la plateforme, donc PyTorch, TensorFlow, NumPy, etc. S'il y a besoin d'autres, également, c'est mieux de nous l'indiquer à l'avance, bien que qu'il y ait la possibilité de les mettre en place après, dans le cadre des 2 mois de challenge. Donc voilà, là, ici, on a un exemple de squelette d'un code candidat avec une classe modèle dans laquelle il y a les 2 fameuses fonctions que j'ai évoquées, fit et predict, qui prennent en argument un objet vol, donc qui contient chaque vol. Il y a la possibilité ensuite de rentrer pour prendre un paramètre en particulier, et il y a la possibilité de prendre une certaine zone de temps en particulier. Donc tout ça, c'est expliqué dans la documentation du challenge. Mais dans l'idée, voilà, ça c'est un squelette de base qui est injectable dans la plateforme. Alors, là, on va attaquer l'interface de la plateforme. Alors voilà, je pense que le plus simple, c'est de se baser sur les images. Ça ne vaut pas forcément le coup de rentrer sur la plateforme. Dans l'idée, l'interface de la plateforme, on a un certain nombre d'onglets. Pour récupérer les données, ici on voit les informations liées au challenge, les différentes phases du challenge. Donc Thibaut l'a évoqué avant, il y avait une phase 1 pour apprendre et pour être testé sur un certain nombre de séquences. Et pour vérifier si vous n'avez pas fait du surapprentissage, il y a une phase 2, une phase finale où l'algorithme que vous avez développé va apprendre sur et être
va apprendre sur les mêmes vols, mais va être testé sur de nouvelles séquences de vols, pour vérifier qu'il n'y a pas de surapprentissage. Donc, ces différentes phases, et ensuite, il y a l'onglet participation, où on a le fameux starting kit à télécharger. Donc, vous voyez, c'est un fichier c'est des données qui sont un peu volumineuses. Donc, sachant qu'il y a le starting kit et un autre bouton qui permet de télécharger les 3 vols complets. Et puis, il y a l'onglet suivant, qui est l'onglet de résultats, où vous allez pouvoir voir les résultats de chacun des candidats. Et dans l'idée, il y a un bouton... voilà, il y a également dans la phase Participate, donc il y a les files et il y a Submit et View Result. Donc en gros, vous allez pouvoir, à partir de ceci, en cliquant sur le bouton Submit, vous allez pouvoir soumettre un fichier zip contenant votre code, et donc il va être exécuté dans la plateforme. Donc voilà un peu pour la plateforme. Je pense que ça vaut le coup de faire une pause et de répondre aux questions avant d'attaquer la partie administrative du challenge. Donc on va prendre un peu 5 minutes pour répondre à vos questions. Si vous en avez, bien sûr. Il y a eu des questions dans le chat. Oui. Alors, il y a une question, l'ordre d'enregistrement est-il gardé? Alors oui. L'ordre d'enregistrement est gardé, c'est-à-dire que les vols sont numérotés dans leur ordre d'apparition. Il y avait une autre question. Dans le cadre du challenge, est-il envisageable d'enrichir le modèle avec des données liées à la dynamique du système, mode de structure de l'avion dans le modèle? Nous avons des données sur la structure ou bien uniquement des enregistrements de capteurs? Alors, il y aura uniquement des enregistrements de capteurs dans le cadre du challenge. Alors, dans le cadre de la suite, donc du projet collaboratif que l'on compte monter avec le candidat, on ira plus loin et notamment on évoquera cette hybridation entre modèles et données. Il y a Monsieur Trigano qui a une question. Oui, bonjour. Voilà ma question. Un rapport avec l'IA, puisque je viens de voir sur le slide précédent, Run IA, donc dans Codalab. Je voulais savoir si l'élaboration des modèles mathématiques est influencée par la courbe d'expérience en situation réelle, c'est-à-dire en auto-apprentissage. Est-ce que vous avez, j'ose pas parler trop d'IA, parce que pour moi l'IA c'est bien plus que ça, mais enfin bon, je referme la parenthèse, mais à tout le moins, de savoir si de nouvelles inférences sont générées et pour influencer notamment les modèles mathématiques et qu'est-ce que ça donne si vous avez déjà des courbes d'expérience en la matière. Alors, quand vous évoquez courbe d'expérience, ça sous-entend qu'en fait il y a un apprentissage progressif qui est réalisé. En temps réel, oui. En temps réel. Et là, alors, je ne sais pas si c'est mon micro qui fait ce bruit. Donc là, sur cet aspect, ici, on va avoir toutes les données d'un coup. On va pas avoir cette phase d'apprentissage progressif. Mais par contre, vous évoquez une chose, c'est que oui, les vols suivants, potentiellement, imaginons on a un vol 1, le vol 10, les choix qui ont été faits sur les points de vol du vol 10 ont été choisis en fonction du fait qu'ils n'ont pas été vus dans les vols 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc oui, il y a aussi, d'un point de vue technique, d'un point de vue pratique, il y a également eu une phase d'apprentissage qui permet progressivement d'arriver à cadrer l'ensemble l'espace des possibilités pour l'avion. On va dire ça comme ça. Alors, il y avait une deuxième question, si vous pouvez la répéter. Il y a la deuxième question. Non, c'était sur les modèles, d'enrichissement des modèles avec des données liées à la dynamique du système. Oui, non, c'était plus la personne qui... Ensuite, il y a d'autres questions. Quels sont les critères de notation, les scores des algos pour les différencier les uns des autres? Alors, c'est ce que Thibaut évoquait tout à l'heure. Donc, il y a 2 métriques qui sont exploitées. Donc, en gros, les séquences de vol sur lesquelles les candidats vont être évalués sont établies à l'avance et sont divisées en 2 catégories. Les catégories où on est, par exemple, sur du vol palier,
sur où on est en fait avec, on n'a pas forcément besoin d'un contenu fréquentiel, où le contenu fréquentiel n'a pas forcément d'importance, et donc là on cherche à ce que le modèle prédit bien la réalité. Donc là on se base dans ce type de séquence. Pour le moment la métrique qui est utilisée c'est une MAE, donc une mean absolute error, sur la séquence donnée. Et puis par contre, pour certaines séquences où potentiellement il y a une information dynamique qui est présente, ou l'information dynamique elle est au-delà de 5 à 10 Hz, là il y a une autre métrique qui rentre en jeu, qui est l'intercorrélation, où ici, la propriété de cette métrique, c'est d'être, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais pour moi, c'est ça, c'est qu'elle est invariante par translation. C'est-à-dire que si jamais il y a un certain retard entre la prédiction, enfin un retard temporel entre la réponse et puis la réalité, ce que renvoie le capteur, bah, du coup cet écart-là n'est pas pris en compte dans la métrique. Il y avait une autre question. Où et comment seront déployés les algorithmes ensuite sur des GPU, des serveurs, un cloud? Cela sera-t-il pris en compte dans le challenge? Alors non. Actuellement, voilà, ce choix du déploiement ensuite sur différents types de plateformes, on ne l'a pas pris en compte dans les critères du challenge. Une autre question, à quoi correspond une jauge donnée de sortie? Alors, une jauge, donc ici, ce sont surtout des jauges de déformation. Donc, ce sont des systèmes, des capteurs mécaniques qui, lors de leur déformation, en fait, ils sont collés sur la voilure, par exemple, et en fonction de la déformation de la voilure, ces jauges vont se déformer, et en se déformant, ils vont donner une certaine information électrique qui est ensuite convertie, qui nous permet d'estimer, en fait, donc on estime la déformation de ce capteur, et donc la déformation de la voilure. Donc ici, l'information qu'on a, le physique, c'est une déformation d'un composant. Une demande de clarification. Parmi les 1000 paramètres, seuls 137 seront utilisés en entrée. Cela signifie que 863 seront donnés à titre informatif. Alors non. Non, en fait, les paramètres, donc on a évoqué le fait qu'il y a énormément de paramètres qui sont pris, qui sont mesurés au cours d'un vol d'essai. Mais par contre, dans le cadre du challenge, les données qui seront présentes, donc il y aura 137 paramètres d'entrée et 56 paramètres de sortie. Donc les autres ne sont pas donnés à titre informatif, ils ne sont pas donnés dans le cadre du challenge. Et bien sûr, dans le cadre... En fait, sélectionner les données qu'il fallait pour bien prédire les déformations des jauges. En fait, voilà. Les autres données pourraient être des données inutiles, du style la température au sein d'une soute. Voilà, typiquement, ça pourrait être un autre paramètre et ça n'influerait absolument pas la déformation en bout d'aile, par exemple. Sachant que c'est inutile dans le cadre du challenge. Enfin, inutile, pas forcément, mais en tout cas, c'est pas utile au premier ordre, mais c'est utile pour d'autres occasions, pour d'autres études. Et oui, justement, les paramètres fonctionnels sont les 137 paramètres de vol qui sont utilisés en entrée. Donc, qu'a évoqué Thibaut tout à l'heure, donc ADS, IRS, ordre, gouverne et j'en passe. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions sur le chat. Excusez-moi, je vous remercie pour ces réponses. C'était Patrick Charrière moi-même qui avait posé ces questions. Ça veut dire que parmi les 137 paramètres, est-ce qu'on a que des fonctionnels ou est-ce qu'on a aussi quelques jauges à certains endroits Non, c'est uniquement, en fait, c'est uniquement les instruments, enfin les paramètres qu'on aurait dans le calculateur de l'avion client. Donc d'un avion de série lambda. D'accord. Donc vous avez notamment tout ce qui est les masses, l'estimation des masses, carburant et choses comme ça qui sont finalement prises en compte dans ces 137 paramètres. Oui, exactement. Ok, parfait. Merci. Très bien. Donc je vous propose que dans les 10 minutes qui nous restent, on passe un peu sur la timeline du challenge et puis la partie administrative et notamment l'aspect candidature.
Donc voilà, donc le challenge est ouvert depuis le 18 novembre et le site de candidature restera ouvert. Donc vous pouvez déposer des dossiers de candidature jusqu'au 31 décembre 2020. Donc à l'issue de cette étape, donc il y aura un jury de sélection vis-à-vis de différents critères que je vais évoquer par la suite, qui vont nous permettre de choisir 10 candidats parmi toutes les personnes qui ont déposé des dossiers. Alors pourquoi 10 candidats? On aimerait faire plus, hein, honnêtement, mais c'est surtout que dans le cadre du challenge, on a envie de passer du temps avec les différents candidats. Et donc il y a une phase de mentorat qui est mise en place par Dassault Aviation, que côté Dassault Aviation, on va gérer notamment Thibaut et moi, donc, mais pas que. Et côté Université Paris-Saclay, donc il y aura les deux aspects qui seront évoqués. Donc il y aura la montée en compétences et en connaissances du point de vue aéronautique métier, et du point de vue intelligence artificielle et nouveautés en intelligence artificielle. Donc à l'issue de cette sélection du 20 janvier, va être ouverte la plateforme Codalab. Donc c'est le top départ du challenge en tant que tel. Donc il y aura lieu du 1er février 2021 au 9 avril 2021. Donc étape à laquelle les candidats vont pouvoir soumettre un certain nombre de modèles à la plateforme, donc jusqu'à l'étape finale où là les données de test seront changées et il y aura un run pour vérifier que le modèle est que la méthodologie mise en place est pertinente pour répondre à d'autres séquences. Et le 19 avril 2021, un jury se prononcera sur le lauréat qui sera annoncé en juin 2021, donc qui pourra bénéficier de la subvention de la région Île-de-France, qui peut monter jusqu'à 500 000 € sur leur effort de R&D qu'ils mettront pour continuer sur ces thématiques-là. Et pour compléter ce prix, il y a un projet collaboratif que l'on proposera aux candidats, un projet collaboratif de 12 à 18 mois, qui va permettre d'avancer sur le sujet et donc, comme on l'avait évoqué précédemment, d'aller plus loin dans l'utilisation des données, l'hybridation entre modèles et données, etc. Et donc, pour la candidature, qui est la partie qui nous intéresse actuellement, alors, je vois que Cédric, tu souhaites prendre la parole? Oui, j'enlève le micro. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir une explicabilité des modèles qui seront trouvés? Est-ce que c'est boîte noire complète ou est-ce il y a un besoin de savoir, essayer d'un peu de comprendre pourquoi on a sorti ces modèles-là? Ça fait partie des critères d'évaluation. En fait, la liste des critères d'évaluation est présente dans le règlement que vous trouverez sur le site internet. Donc, ile-de-france.fr, challenge-AI-industrie-2020. Et oui, ça fait partie des critères. Ok, merci. Donc voilà, donc pour la période de candidature, il y a un questionnaire de présélection qui va permettre de juger un peu de la pertinence, de savoir est-ce que finalement ce challenge peut vous apporter et peut apporter à la région et à Dassault Aviation. Donc avec un certain nombre d'informations qu'on va vous demander sur votre équipe R&D, sur les projets de thèmes similaires que vous avez pu mener, sur la composition de l'équipe de challenge, et sur d'autres aspects liés à votre entreprise et à l'équipe dans le cadre du challenge et du projet collaboratif qui se montrait dans le cas où vous êtes lauréat. Un questionnaire financier, information générale et sécurité classique, et puis un extrait CABIS de moins de 3 mois et un papier en tête. Donc tous ces éléments-là sont à soumettre sur le site. Donc je répète, ile-de-france.fr/challenge-AI-industrie-2020. Et donc, sur la slide suivante, on a l'exemple du questionnaire de présélection. Donc, voilà les différentes questions que vous avez à soumettre. Là, ici, j'aimerais m'attarder sur certaines choses. Donc, il ne faut pas... Voilà, je vous invite à le consulter un peu en avance parce qu'il y a un certain nombre de questions. Et à ne pas hésiter à poser vos questions lors de la lecture de ce questionnaire. Donc, sur le site, vous allez avoir également une adresse mail où seront ensuite redirigées les questions aux personnes associées. Et de ne pas hésiter à soumettre quand même votre dossier, même si vous pensez que
sur certains aspects, voilà, vous ne remplissez pas toutes les questions, toutes les cases qui seraient cachées derrière ces questions. Donc ça, c'est pour l'aspect de ces candidatures. Donc l'aspect de dossier financier, c'est très peu d'éléments, on passe très vite, et puis voilà, dans l'idée, c'est surtout là, dans les 5 minutes qui nous restent, de pouvoir répondre à vos questions sur l'aspect administratif. Et sur la timeline associée au challenge, et potentiellement sur le projet collaboratif. Alors, il y a une question de Pierre Bessière. On a accès à quelles informations pour savoir si on est intéressé à candidater? Alors, donc les informations. Alors, oui. La question, en fait, je pense que vous avez peut-être plus de. Je ne sais pas si votre micro peut être activé. Mais peut-être plus de oui, requêtes. Bonjour. Non, mais c'est tout de même un certain engagement, vu qu'il va y en avoir 10 qui vont être sélectionnés. Donc, je voulais savoir à quelles informations on a accès pour déterminer si on est intéressé à candidater. C'est-à-dire, on n'a pas accès du tout à des données, si je comprends bien. On a accès aux documents qui décrivent un peu la physique du challenge. Enfin, voilà, c'est ça la question. Oui. Oui, après, oui, là, actuellement, les données ne sont pas faites pour être extérieures aux 10 candidats sélectionnés et puis extérieures à la plateforme, enfin, pour les 101 vols, mais voilà, ça, si vous pensez que c'est un élément qui est bloquant pour savoir si on est intéressé à candidater, voilà, ça, c'est à nous soumettre par email, et puis on tâchera de voir comment on peut vous apporter des éléments supplémentaires. Ça aurait peut-être été bien d'avoir un petit échantillon de données, quoi, pour pouvoir se faire une petite idée. Oui, pour l'échantillon de données, ça risque d'être un petit peu compliqué, parce que même pour les candidats qu'on retient, on fait quand même signer un engagement de confidentialité. Par contre, ce qu'on peut envisager de faire, et ça c'est à nous d'en discuter en interne, comme l'a dit Stéphane, c'est éventuellement de vous fournir le document qui résume un petit peu le challenge, histoire de voir peut-être plus en détail et peut-être avec des éléments qu'on a oubliés, Stéphane et moi, pendant cette présentation, pour bien comprendre les enjeux et la tête des données sans forcément avoir des données à proprement parler. Voilà, le document me semble assez indispensable tout de même, parce que faut se faire une idée de quel algorithme on envisage d'employer, est-ce qu'ils vont être adaptés à ça ou pas. Le document me semble assez indispensable, mais voilà, à vous de voir. Okay. Non, mais voilà, on va regarder ça en interne, on va essayer de vous apporter une réponse. Il y a une question sur le challenge étant ouvert aux entreprises européennes dans la mesure où elles s'implantent en Île-de-France. Dans quelle mesure les échanges à toutes les phases du challenge peuvent-ils se faire en anglais? Alors, en gros, c'est vu qu'il y a une obligation d'implantation si l'entreprise est à l'étranger ou dans une autre région, il y a un projet d'implantation qui doit être mis en regard par rapport à la candidature et que donc on est en Île-de-France et donc en France, on parle français et du coup, voilà. Après, voilà, des échanges techniques de toute façon vont être faits. Oui, les échanges techniques vont être faits pour l'ensemble des candidats et l'ensemble des personnes souhaitant candidater dans la phase de candidature en tout cas, et vont être faits en français. Mais par contre, voilà, s'il y a besoin de compléments d'information en anglais, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ces compléments d'information seront également traduits en anglais pour le besoin. Et les échanges qui vont se faire dans le cadre du challenge pourront également se faire en anglais. Alors, il y a aussi, je me rends compte qu'il y a un élément qu'on a un peu passé sous silence et ça vaut le coup de l'évoquer vu que je vois un certain nombre de questions sur ce sujet. Donc, c'est à quelles entreprises sont ouvertes est ouvert le challenge. Donc, le challenge est ouvert à toute TPE, PME, ETI, donc de moins de 50 personnes et en dessous d'un certain, donc en fait, d'un certain chiffre d'affaires pour pouvoir candidater.
à ces dénominations. Et ces entreprises peuvent s'associer et peuvent s'associer entre elles ou à des groupements de recherche, donc organismes de recherche publics ou privés. Et puis ce que j'avais évoqué par le passé, c'est voilà, je pense que c'est un point important et ça peut être intéressant de justement pouvoir faire ce type de groupement avec des organismes de recherche. Donc il n'y a pas de limitation en termes de nombre de personnes qui peuvent participer au challenge, il n'y a pas de taille maximum de l'équipe. Et puis oui, en effet, le challenge est ouvert à des entreprises de l'Union européenne, y compris et de la Suisse, sachant que ces entreprises doivent être basées en partie ou totalement en Île-de-France ou doivent avoir prévu de le faire dans les 6 mois qui suivent le challenge pour pouvoir candidater au prix. Il y a une question, est-ce qu'une entreprise de Rhône-Alpes peut s'associer à une entreprise d'Île-de-France pour répondre? À une université. Une université d'Île-de-France. Alors, je pense que de cet aspect-là, il y a prévu que... non, je pense que c'est associé plus à l'entreprise. Il faut que l'entreprise soit basée en Île-de-France, mais par contre, voilà, c'est un point à évoquer. Je pense que je peux vous apporter une réponse supplémentaire par la suite si vous posez la question par mail. Je pense que c'est lié à l'entreprise, hein. Comme tu dis, à mon avis, il doit y avoir un chiffre d'affaires fait en Île-de-France. Donc en l'occurrence, si on parle d'une fac seulement en Île-de-France, je pense que ça ne suffit pas. Et peut-être corrélativement, un consortium composé d'un acteur francilien, donc qui serait une entreprise, et d'autres acteurs qui ne sont pas en Île-de-France, ça fonctionne? Alors oui, sachant qu'il y a une entité qui est basée en Île-de-France. Alors voilà, ça c'est pareil, c'est des points qu'on comprend et je pense qu'il y a une FAQ à faire sur ces éléments-là. Et donc bien sûr, tous les éléments qu'on évoque seront mis au fur et à mesure, les éléments supplémentaires seront mis sur le site Challenge, le site de l'Île-de-France ou sur le site de Dassault Aviation. Il y a une question qui porte sur le financement. Un financement est-il envisagé pour la phase challenge pour les 10 participants? Alors, dans le cadre du challenge, malheureusement non, il n'y a pas de financement qui est prévu. Dans la phase de participation au challenge. Alors, j'ai cru percevoir du VB, je ne sais pas ce que c'est. En termes de langage de programmation, on est limité au VB? Alors, oui, c'était du Python qui était évoqué, mais par contre, il n'y a pas de limitation à Python. Ce que j'ai évoqué, il faut juste que ce soit signalé à l'avance pour permettre la bonne tenue technique. Et peut-être dernière question, comme sur MMT, une entreprise de taille importante peut-elle s'associer à une entreprise plus petite? Alors ça a été évoqué hier, je crois, et de mémoire, la réponse est non, malheureusement. En fait, il faut que le groupement soit d'une taille qui soit celle inférieure à celle des limites de l'ETI. En quoi consiste le projet collaboratif? Alors, le projet collaboratif, en fait, c'est une équipe mixte. Je vois parce que j'évoque mixte dans le sens où dans votre nom, il y a inscrit INRIA. Mixte dans le sens où l'équipe peut être composée de chercheurs, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs ou data scientists d'une entreprise. D'accord, merci. En fait, ma question, c'était le projet collaboratif qui est mentionné pour le lauréat, en quoi il consiste, parce que moi, là, je suis à double casquette, on va dire. Je représente aussi une start-up de l'INRIA. D'accord, pardon, oui, en effet. Alors, le projet collaboratif, il consiste en quoi? Il consiste à une poursuite des travaux. Donc là, actuellement, ce sera sur dans le cadre du challenge, c'est sur des données qui sont propres, qui ont été choisies, etc. Là, le projet collaboratif, ce sera une ouverture à un plus grand volume de données. Et pour des phases, pour une amélioration déjà d'une part du modèle, pour la possibilité de faire, d'apprendre sur plusieurs avions pour faire de la prédiction sur un avion nouveau ou un autre type d'avion. Donc faire ce qu'on appelle
vulgairement du transfer learning, mais je pense que c'est un peu différent de ça. Et puis, surtout, il y a une étape d'hybridation entre données de simulation, donc données de synthèse issues de nos modèles de simulation et données d'essai. Voilà, il y a cette phase d'hybridation pour une amélioration du modèle qui est envisagée. On aimerait creuser cet aspect-là pour mettre en place des modèles qui sont encore plus performants. Je vous remercie, c'est très clair. Merci. Je crois qu'on a épuisé les questions, de même que le temps. Très bien. Parfait. Bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Voilà, donc n'hésitez pas à candidater, n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles je n'aurais pas forcément répondu ou qui peuvent vous venir via l'adresse mail qui est sur le site ile-de-france.fr. Et puis voilà,